Il y a un côté tabou de parler de l'argent. Personnellement, et j'espère que je vais choquer personne, mais moi j'adore l'argent. J'ai cofondé plusieurs projets et entreprises ici en Roumanie. Tout comportement plutôt, toute action est là à la base une émotion. En France, il y a à peu près 5% de la population qui sont des entrepreneurs. Il y a des changements de paradigme assez importants. Comment on gère nos pensées, nos comportements par rapport à ça. Bonjour à tous et bienvenue sur Esprit Entrepreneur. Aujourd'hui, nous allons interviewer Christina Akish. C'est quelqu'un qui a été coach pour des chefs d'entreprise. Elle a également coaché de nombreuses personnes qui participaient à des conférences TEDx. Et dans cette édition, Christina va vous donner toutes les étapes concrètes pour que vous puissiez lancer votre projet entrepreneurial. On va notamment travailler sur tout ce qui est vos émotions, sur ce qui est vos ambitions et sur toutes les étapes à suivre en fait pour pouvoir lancer un business et être prêt en fait à encaisser toutes les conséquences que ça peut avoir. Comme toujours, on va raisonner en vous partageant des exercices concrets à appliquer pour que vous puissiez passer à l'action juste après cette vidéo. Vous aurez également à votre disposition un résumé détaillé sur notre site internet. Alors Christina Akish, c'est maintenant et c'est sur Esprit Entrepreneur. Je suis Christina Akish, je suis d'origine roumaine. Depuis 2011, j'étais en France. Donc ça, c'est juste pour savoir pourquoi je parle le français, avec un petit accent quand même. Et je me définis comme un facilitateur de changement de comportement. Globalement, j'aide les individus, mais aussi les groupes, à transformer leur façon de penser, mais également leur façon d'agir, c'est-à-dire leur action, leur comportement. Et je suis fascinée et j'étudie la psychologie et le comportement humain depuis que j'avais 15 ans. J'ai maintenant 36. Comme background, j'ai une école de commerce avec une spécialité sur le management. J'ai travaillé très tôt dans le domaine des ressources humaines, ensuite en tant que manager d'une unité d'affaires. Après, j'ai décidé que je voulais avoir une expérience internationale, d'où mon départ en France, donc à Paris, où quand j'ai intégré Alcatel-Lucent, maintenant ça s'appelle Nokia, j'étais responsable du transfert de compétences entre le centre d'expertise français et le centre de services partagés roumain. Après, j'ai fait un passage de à peu près 1 an et demi chez Orange, et puis j'ai intégré l'établissement français du sang. Et puis depuis 2015, j'ai intégré une des meilleurs organismes de formation internationale qui s'appelle Krauthammer. Donc j'étais en tant que salarié chez eux, et puis depuis 2019, je suis à mon compte avec mes propres clients et d'autres projets. Donc depuis 2019, je suis solopreneur, après entrepreneur également parce que j'ai cofondé plusieurs projets et entreprises ici en Roumanie. Et j'accompagne les individus, les entreprises dans le changement de comportement, dans le fait de développer leurs propres compétences comportementales, de management, de vente, de transition vers des postures managériales ou des postures encore top management et ainsi de suite. Comment gérer les projets, mais aussi comment surtout gérer les hommes et les femmes dans ces projets pour avoir de l'impact, créer de l'inspiration, de la motivation dans les cadres des entreprises ou des projets qui sont les leurs. Et donc, comme je travaille avec des gens qui sont dans des transitions, j'ai observé les personnes dire « j'aimerais créer mon projet, j'aimerais devenir entrepreneur, j'aimerais avoir mon propre activité, mais je ne sais pas d'où commencer ». Ou j'ai peur, ou j'ai des doutes. Il y a plein de questions, d'émotions qui se mélangent et je trouve ça tout à fait normal et humain. Ça fait partie quelque part de aussi de la manière dont notre cerveau fonctionne et on pourrait parler aussi par rapport à ça. Et voilà, donc du coup aujourd'hui je suis en train de créer ce écosystème, ce projet qui va prendre en charge le premier niveau. Dès lors que cette envie arrive, comment on gère nos pensées, nos comportements par rapport à ça. On va casser les idées reçues qu'on peut avoir sur tout ce qui est se lancer en entrepreneuriat, créer son entreprise, les blocages psychologiques qu'on peut avoir. En fait, on va vraiment voir qu'on est beaucoup plus maître de son destin que ce que l'on peut penser. Alors, j'ai envie de partager juste une statistique qui me semble importante. En France, il y a à peu près 5% de la population qui sont des entrepreneurs. 5%, c'est vraiment pas beaucoup. Donc, 5 personnes sur 100 qui sont des entrepreneurs. Et d'ailleurs, je pense qu'on peut faire largement plus que ça et c'est le monde vers lequel on va. Il y a des changements de paradigme assez importants qui est de plus en plus présent, qui est celui de je crée mon propre activité. Donc ça peut prendre la forme
du freelancing, donc le fait d'être à son compte en tant qu'expert dans son domaine et offrir ses services peut-être aux mêmes entreprises avec lesquelles on a travaillé auparavant, mais sous une autre forme. Ça peut être de l'auto-entrepreneuriat tout simplement. Aux États-Unis, il y a 30% de la population active qui sont des freelances. Par exemple, moi je sais que j'ai commencé ça d'ailleurs quand je suis arrivée en France, donc en 2011, je me suis fait un compte sur le site qui s'appelle maintenant Upwork, le plus gros site du monde pour des freelances. Donc il y a à la fois des jobs et aussi des profils de freelanceurs. Donc c'est une façon par exemple de commencer à se mettre à son compte. Moi à l'époque, juste pour le côté fun peut-être de partager ça, je travaillais avec des entreprises aux États-Unis, des gens qui étaient des anciens McKinsey pour les aider à créer leur propre PowerPoint présentation. Je travaillais sur leur analyse de données et puis également faire des présentations qui soient plus visuelles. C'est une de mes compétences, on va dire. J'ai appris beaucoup de choses aussi à travers ça. Et c'est une façon de commencer à faire des petits argents et aussi créer quelque part un côté, je peux créer mon argent au-delà de ce que je connais sur le côté salariat. Et puis également les entreprises qui recherchent une façon peut-être le plus économique pour être flexible dans tout ce qui est changement, parce qu'on est dans un monde ce qu'on appelle VUCA, volatile, incertain, complexe et ambigu. Pour ça, une des choses, c'est comment on peut être flexible, comment on peut s'adapter, à la fois dans sa structure, à la fois dans ses activités, à la fois dans ses compétences. Donc justement, en tant que jeune, par exemple, c'est comment j'apprends aussi le plus de choses pour être flexible et pouvoir changer, ou pouvoir m'adapter, créer mon propre job, créer mon propre activité, ainsi de suite. Il y a une estimation qui dit que les entreprises vont réduire de plus en plus les effectifs de salariés CDI. Donc ça veut dire qu'on aurait au sein des entreprises moitié freelance et moitié employé. D'accord. Et ça dans un objectif de chercher de la flexibilité et du coup de l'économie par rapport à cette flexibilité. Il y a aussi des mouvements importants, vous avez peut-être entendu parler en anglais au moins de mouvements de Great Resignation, donc c'est la grande démission. Ça c'est aussi vient des salariés qui ne veulent plus ce genre de travail, qui est un travail peut-être qui n'est pas assez créatif, qui n'est pas assez ameneur de contribution ou de sens. Donc je pense que nous sommes à la recherche de plus de contribution, sens, comment on impacte différemment la planète, comment on peut prendre soin de nous-mêmes, de notre propre équilibre vie pro, vie perso, comment on peut créer la vie ou le monde de demain pour nous et pour nos enfants et pour ceux qui vont suivre. C'est pas un épiphénomène, c'est pas parce que vous êtes en train de penser au fait de créer quelque chose, d'avoir votre propre activité que vous êtes le seul. Chacun d'entre nous, dès lors qu'il y a la motivation ou l'envie, on peut tout à fait être tous entrepreneurs. Donc là, on vient de casser un petit peu les idées reçues qu'on pourrait avoir sur l'entrepreneuriat. Ça n'est pas réservé à une élite, on peut commencer à entreprendre même en tant que simple freelance, où en fait on est un solopreneur, c'est-à-dire qu'on entreprend seul, sans nécessairement avoir d'équipe. Maintenant, on va vraiment se concentrer avec un cas d'étude assez concret qui est vous. En tant que spectateur, vous êtes peut-être dans une situation où vous voulez entreprendre. Donc soit changer d'une situation en passant par exemple d'étudiant à freelance ou d'étudiant à entrepreneur, ou alors si vous êtes déjà dans le monde actif, de salarié à freelance ou alors de salarié à entrepreneur. En tant que coach, je te poserai la question, quand tu viens me dire ça, j'ai envie d'entreprendre, j'ai envie de te poser la première question, c'est pourquoi? C'est une question qu'on se pose rarement et c'est hyper important de s'aligner par rapport à son propre pourquoi. Donc comprendre d'où vient réellement cette envie et pourquoi c'est important. Et je vais vous donner ici éventuellement quelques exemples et peut-être même quelques techniques. Il peut y avoir des gens qui disent j'ai envie d'entreprendre parce que j'en ai marre d'être salarié. C'est une condition qui peut être intéressante, mais ce n'est pas suffisante nécessairement pour entreprendre. Dans quel sens? C'est l'endroit d'où la création vient et elle ne sera pas saine si ça vient de ça. Ça peut être, vous avez envie d'entreprendre parce que vous avez envie de créer quelque chose dans le monde qui n'existe pas encore. Donc résoudre un problème, voilà quelque chose qui pourrait aussi aider d'autres personnes qui ont le même problème que vous. Ça peut être parce que vous voulez entreprendre, parce que vous voulez créer quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'existe pas. Donc c'est deux choses différentes. Je résous un problème versus je rajoute
du bien, je fais quelque chose de nouveau, je rajoute de la valeur dans le monde. Et j'ai envie de vous dire ici également, essayez d'aller plus loin dans le pourquoi, dans le sens où de vous poser la question du pourquoi 5 fois. Donc une fois que vous avez une réponse, reposez-vous la question sur la réponse que vous venez d'avoir. D'accord, pourquoi je veux faire ça? Pourquoi c'est important pour moi de créer quelque chose de nouveau dans le monde? Parce que je sens qu'il y a un pouvoir créatif en moi qui attend d'être exprimé. Ça peut être parce que vous en avez marre de certaines choses, parce que vous voulez peut-être même plus d'argent, ça va, parce que peut-être vous voulez tout simplement être à votre compte. Une façon de faire, c'est d'écrire. Donc vous prenez un cahier, alors cahier, stylo, pas ordinateur. Pourquoi? Parce que le cerveau fonctionne de manière assez différente au moment où on prend un cahier, un stylo. On écrit la question « Pourquoi je veux créer une entreprise ?» J'écris ma réponse et je laisse autant que possible écrire tout ce qui vient. Aucune réponse est mauvaise, pas de pression, de toute façon c'est moi qui le lis, personne d'autre. Sans vous arrêter, vraiment une écriture créative en mode brainstorming. Par rapport à ça, aller plus loin, pareil, donc du coup, pourquoi ça c'est important pour moi? Pourquoi cet élément-là en particulier est important ou est ressorti pour moi? Pareil, vous écrivez la réponse. Vous pouvez aussi parler par exemple avec un ami. Donc ça peut être une façon également de faire, c'est prenez une personne de votre entourage dont vous avez confiance et qui vous fait sentir confortable et vous-même tout simplement, commencez à lui expliquer que vous voulez entreprendre et lui expliquer pourquoi. Pourquoi c'est important ça? C'est justement parce qu'en exprimant, en formulant la réponse de manière écrite ou de manière à l'oral, il y a une clarification qui se crée dans notre cerveau, dans notre façon de créer de la cohérence. Au niveau des motivations réelles, est-ce que tu aurais peut-être quelque chose à ajouter à ce niveau-là? Je sais que dans tout ce qui est monde latin, donc c'est pareil en Roumanie comme en France, il y a un côté tabou de parler de l'argent. Personnellement, et j'espère que je vais choquer personne, mais moi j'adore l'argent, j'aime l'argent. Parce que je trouve que l'argent, pour moi, c'est tout simplement un moyen, c'est tout simplement une énergie qui est neutre. Vous pouvez l'utiliser de plein de façons différentes. J'ai envie de dire pour ceux qui souhaitent entreprendre pour avoir de l'argent, j'ai envie de poser encore une fois la même question, c'est d'accord, pourquoi tu veux avoir de l'argent? C'est soit par une envie de survie, soit par une envie de vie. Alors, survie et vie, comme source de motivation pour avoir de l'argent, c'est très différent. Comment on se rend compte qu'on a une envie d'argent par rapport à survie? C'est parce qu'on a peur d'en manquer. Et ça, il faut le sentir, il faut être assez honnête vis-à-vis de soi-même si c'est ça la source. C'est juste que si on crée à partir de cette énergie, donc l'énergie de survie, il y a une forte probabilité que le type de création, le type d'entreprise qu'on va faire, ça va être toujours une entreprise qui est sur le côté je veux plus, je veux conquérir, c'est jamais assez, à l'image d'un capitalisme à outrance qu'on peut avoir en ce moment dans plein de situations. Ce que moi j'essaie de faire, c'est de créer de l'argent et une entreprise à travers le paradigme de la vie. Donc je crée quelque chose, je crée de la valeur, mais c'est dans le côté contribution, collaboration, créativité, créer de la valeur. C'est parce que justement c'est fun de créer de l'argent, c'est une énergie comme une autre. C'est de l'essence que je vais utiliser pour des projets qui me tiennent à cœur. Quelque part, c'est juste une rétribution par rapport à la valeur que tu crées dans le monde. En fait. La première version du site internet, on avait en sous-titre « Entreprendre, c'est avant tout un kiff ». C'est tout à fait ça. Et on a changé pour « Entreprendre, c'est avant tout une passion », pour des questions de langage. De manière plus générale, la joie de la création, c'est quelque chose qui nous manque probablement la plupart d'entre nous à un moment donné quand on dit qu'on n'est pas motivé. Tous les créateurs, quels qu'ils soient, des peintres, des photographes, comme des entrepreneurs, des plus petits ou plus grands, ils ont cette flamme de la création. Et nous sommes à la fois aussi des créations dans le sens où on existe dans ce monde parce que quelque chose nous a créés. Moi, ça me fait penser au slogan de Harley Davidson qui dit « Ce qui compte, ce n'est pas votre destination, c'est votre chemin ». Tout à fait. Maintenant, on va passer à l'étape suivante, qui est de s'imaginer vraiment à quoi pourrait ressembler notre business, quelle place on y aurait à l'intérieur,
Comment tout ça s'articule en fait? Alors ici, première chose que j'aime faire avec les clients, c'est de partir de l'intérieur. Si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu voudrais voir émerger dans le monde? C'est hyper important d'enlever tout type de limitation. Dans tout type de processus créatif, on commence toujours par cette étape de ce qu'on appelle une étape de divergence. Donc l'étape de divergence, c'est on va vraiment multiplier les idées et on va ne pas se mettre des limites ou de conditions de quoi que ce soit. Vous avez entendu parler par exemple certainement de brainstorming. Le brainstorming, c'est par excellence un processus de divergence. Comment faire? Encore une fois, l'écriture, très bonne idée. Moi, j'utilise beaucoup le mind mapping et d'ailleurs, les associations d'idées se font beaucoup plus facilement puisqu'il n'y a pas une idée qui est mieux que l'autre, entre guillemets, puisque c'est en cercle. Donc le mind mapping, le fait d'écrire, beaucoup le fait de tout simplement rester s'imaginer, se connecter à des images, qu'on cherche à se connecter aussi à son intuition, à son côté un peu subconscient, inconscient si vous voulez, qui est là où est le siège le plus créateur que nous avons en nous. Et un autre exercice, c'est ce qu'on appelle le vision board. Alors le vision board, suite à tous ces exercices que je viens de dire, créez-vous un collage. Ça peut être des photos que vous trouvez sur internet ou des dessins d'ailleurs, donc ça peut être aussi des dessins. Mais globalement, vous créez un board. Plus c'est grand, mieux c'est. Moi, par exemple, je vais me faire un mur entier qui exprime de manière visuelle à quoi ça ressemblerait votre projet, le monde avec votre projet et votre vie avec le projet. L'idée, c'est que ça soit visuel et que ça crée des émotions. Quand vous voulez partir en vacances, par exemple, ce que vous faites naturellement, sans le savoir, vous pensez à des destinations. Vous êtes en train déjà de vous imaginer là-bas, donc vous créez des images dans votre tête. Et par la suite, vous allez tout simplement regarder des images réelles des différentes destinations que vous voulez avoir. Et ça va créer par la suite un comportement, une action. C'est-à-dire soit vous achetez pas, soit vous le faites, soit vous le faites pas. Donc c'est exactement la même manière. Donc c'est juste de manière très simple, mais savoir, les images créent souvent naturellement des émotions. Les photos que vous avez comme fond d'écran, vous les avez mis parce qu'elles vous créent une émotion, ce qu'on appelle en PNL une encre. Pareil, un gros sujet, on pourrait faire une émission que là-dessus. C'est pas tout à fait une émotion, c'est un syndrome. C'est le syndrome de l'imposteur, le nom, enfin le dit, mais on sent à l'intérieur de soi comme si on ne méritait pas d'être là. On n'a pas les réelles compétences que ce projet, cette activité demande. Pourquoi c'est un syndrome et pourquoi pas quelque chose de réel pour la plupart du temps? C'est parce qu'on a l'impression tout le temps qu'on devrait déjà avoir les compétences pour pouvoir faire quelque chose. Quand on prend un poste ou quand on commence à être entrepreneur ou que sais-je, de manière consciente ou inconsciente, on se compare à d'autres personnes qui sont dans ces postes. On le fait souvent avec des gens qui sont déjà en place dans le métier depuis plusieurs années. Le problème quand tu fais ça, c'est que tu vois une différence et cette différence, souvent tu l'aperçois comme étant quelque chose que tu ne sais pas ou que tu ne fais pas ou que tu n'es pas bon. Souvent on se compare aussi par rapport aux standards que nous avons dans notre tête. Des entrepreneurs, ce sont également des perfectionnistes, des gens assez ambitieux, des gens qui veulent avoir des super résultats et donc du coup qui se tiennent une barre assez haute. Ça peut être assez utile, mais parfois ça peut aussi créer ce genre de décalage entre la confiance réelle à l'intérieur et ce qu'on projette dans le monde. On voit souvent d'ailleurs des entrepreneurs qui ont l'impression qu'ils sont hyper méga confiants en eux et à l'intérieur, ça tremble. J'aime bien l'image des canards. Si tu les vois, en fait, ils sont tout calmes à l'extérieur quand tu les vois sur un lac, mais par contre à l'intérieur, ils sont en train de tout simplement patouiller super vite et très 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 agité. Donc cette agitation interne, quand on devient des entrepreneurs, quand on crée et ainsi de suite, elle arrive, ça arrive et c'est ok. Donc on a parlé vraiment des deux émotions. Comment est-ce qu'on fait pour les contrer ou alors pour les apprivoiser? Je préfère parler de fait d'apprivoiser parce que effectivement, si on est conscient de soi-même et de ses propres émotions, et d'ailleurs c'est la première étape, laisser ces émotions exister. C'est-à-dire d'être conscient de quand ça vient, tiens là en ce moment je ressens la peur, ou tiens là en ce moment je ressens des doutes, ou je sens une manque de confiance en moi, je sens une inquiétude, que sais-je.
et mettre des mots dessus. Alors pourquoi mettre des mots dessus? Parce que les émotions, le siège des émotions, c'est dans ce qu'on appelle le cerveau limbique. Le cerveau limbique, c'est la partie du cerveau qui est en charge, ou en tout cas qui va créer la plupart des émotions. Au moment où on met des mots dessus, donc je dis « je ressens la peur », les mots, le siège de l'existence des mots, c'est plutôt dans le cortex préfrontal. Donc le cerveau plus rationnel, le cerveau qui est celui d'ailleurs qui imagine des choses, le cerveau créateur. Et quand on met des mots sur des émotions, c'est qu'on rajoute un côté réglable. Puisqu'on a transféré une partie des émotions vers la conscience, vers le côté plus rationnel, là, on est plus à même, ou en tout cas, il y a une probabilité plus importante de pouvoir les gérer. Donc ça, c'est la première étape. Tu nommes l'émotion. Si vous ne connaissez pas les émotions, mon conseil, cherchez sur Internet, sur Google, la roue des émotions. Moi, je l'ai sauvegardé sur mon téléphone et je l'ai en permanence pour justement avoir un vocabulaire plus exact des différentes émotions qu'on ressent. En fonction des émotions qu'on ressent, on peut chercher à tout simplement les laisser aller, c'est-à-dire les laisser être et partir, parce qu'une émotion, normalement, elle dure à peu près 7 secondes. Et tout ce qui se passe par la suite, donc c'est-à-dire au-delà de ces 7 secondes, c'est le fait qu'on entretient l'émotion par nos pensées. Parce que les émotions, elles viennent des pensées. C'est parce qu'on pense, par exemple, que ça va être compliqué, ça va être difficile, peut-être je vais perdre de l'argent, je vais perdre mes amis. Tout ça, ça va créer l'émotion, par exemple, de la peur, ou de l'inquiétude, ou de l'anxiété. Et donc, je reviens, étape 1, je nomme l'émotion. Étape 2, je me demande quelles sont les pensées qui ont créé cette émotion. Pour ça, je conseille pareil, écrire. Écrire toutes les pensées que tu as qui ont créé cette émotion. Et par la suite, étape 3, je me pose la question, ok, parmi ces pensées, quelles sont les pensées qui sont utiles, qui vont vraiment m'aider dans mon projet, dans ce que je vais faire, et quelles sont les pensées que j'ai plutôt intérêt à changer. Par la suite, tu prends chaque pensée, chaque phrase dans ta tête, tu les changes tout simplement d'une autre façon. Par exemple, au lieu de se dire « je vais perdre de l'argent », c'est « j'investis de l'argent, avec ça je vais gagner plus et je vais apprendre au-delà du fait de gagner de l'argent ». Donc là, on a beaucoup parlé des émotions un petit peu négatives comme la peur, l'anxiété, le syndrome de l'imposteur. Est-ce que tu peux nous parler maintenant des émotions peut-être un peu plus positives qui vont nous permettre d'avancer plus vite dans notre aventure? Alors déjà, le mot émotion, il vient du mot latin movere. Alors le mot latin movere, ça veut dire le fait de bouger, d'agir. Tout comportement plutôt, toute action, elle a à la base une émotion. Même une émotion par exemple de peur, elle nous fait faire quelque chose ou elle nous fait ne pas faire quelque chose, donc éviter de faire quelque chose. Donc ça peut être également utile. Pour pouvoir arriver à faire son projet, on devait avoir plus d'émotions qui sont des émotions utiles, des émotions motivantes, des émotions qui nous font bouger vers notre projet versus les émotions qui nous retiennent. Parce qu'il va y avoir les deux, de toute façon. Mettez autant que possible des émotions motivantes. Donc de l'inspiration, de l'enthousiasme, du kiff, de la joie, de l'énergie, donc côté énergétique. Donc tout ça, c'est des émotions qui vont aider à bouger, à motiver. Et on veut créer un boule de neige par rapport à cette envie de base. Une autre façon de faire cet effet de boule de neige, c'est de parler beaucoup de son projet. Une idée reçue, ça serait ici, ne jamais parler de son projet parce que les gens vont te piquer ton idée ou que ton projet n'est pas encore prêt et que donc du coup il ne faut pas en parler encore. Non, faux. Le tout, c'est souvent dans l'exécution, pas dans l'idée. Donc, je reviens, parler avec des gens autant que possible sur votre projet, partagez votre enthousiasme et laissez-vous vraiment embarquer par votre enthousiasme autant que possible. 2, normalement, dès lors qu'on commence vraiment à imaginer un projet, c'est-à-dire que tous les matins, quand vous vous réveillez et tous les soirs, quand vous mettez votre tête sur votre oreiller, laissez-vous infuser par des images. C'est-à-dire vraiment de l'enthousiasme, de la vision par rapport à ça et chercher vraiment à créer cette inspiration et à laisser courir dans votre corps, dans votre esprit, dans votre conscient et subconscient. Donc là, on a vraiment travaillé sur nos émotions, autant positives que négatives. Maintenant, on va parler un petit peu de la partie suivante, qui est vraiment la décision qu'on va prendre dans le sens où on a pris conscience de plein de choses. Il est temps de passer à l'action.
Comment ça se passe? Par la suite, justement, avec tous ces éléments-là, il va y avoir une étape où on se décide de qu'est-ce qu'on veut faire vraiment. Et l'étape de décision est l'étape plus rationnelle. Un outil qui me vient à l'esprit qui est tout simple, c'est de faire un tableau de décision dans lequel vous écrivez d'un côté les critères de décision, c'est-à-dire qu'est-ce qui sera important pour vous de prendre en compte pour prendre la décision entre plusieurs options. Donc ça, c'est la première colonne. Et puis par la suite, vous écrivez toutes les idées que vous avez eues comme projet. Pour chaque idée de projet, vous donnez une note par rapport à chaque critère pour pouvoir choisir entre plusieurs options, par exemple. Donc ça, c'est une façon de faire. Après, il y a plein d'autres, mais globalement, c'est une phase où on prend en main de manière rationnelle et on décide de quel est le projet que je veux faire et sous quelle forme. Donc du coup, par la suite, en fait, on passe sur la partie d'accord et donc du coup, c'est quoi le plan d'action? Et quand je dis le plan d'action ou le fait d'agir, de rentrer dans l'action ou de passage à l'action, c'est tout ce qui vient avec. C'est-à-dire quand, donc la raison de temps, à quel moment je vais faire ce projet, sous quelle forme, est-ce que je commence tout de suite par démissionner par exemple si je suis en salariat ou plutôt je fais à côté d'abord. Une fois qu'on a décidé à quel moment on veut faire ce projet, ça peut être dans l'immédiat ou dans un certain temps qui est le plus confortable pour nous. Donc le plan d'action, c'est aussi le plan d'action dans le sens du business plan. Donc là, pour le coup, on rentre dans des choses beaucoup plus que les gens connaissent, j'imagine, en tout cas, mais l'écriture même, de la création même du business plan, des projets, peut-être des produits, des services, des packages, des offres, de prix, de recherche de marché, des études qu'on va faire pour aller confronter quelque part son idée avec l'extérieur. On peut déjà commencer parmi ces étapes, par exemple tout ce qui est études de marché ou aller confronter son idée aussi avec l'extérieur. On peut le faire bien en amont, plutôt par exemple même dans l'étape de la visualisation, de l'imagination, on peut déjà travailler sur ces parties-là. Mais dans tous les cas, dès lors qu'on sera dans le plan d'action, ce sera entre guillemets obligatoire de le faire quand même. Donc là, en fait, on parle vraiment de l'écosystème qu'il y a autour d'une entreprise qui commence, des incubateurs. On a également tout ce qui est mentor, donc les personnes qui vont vous aider, qui se reconnaissent un petit peu dans votre parcours et qui vont vous permettre d'avancer plus vite en évitant en fait certaines erreurs que eux ont fait. On va avoir également les financements, donc les investisseurs ou alors les banques. Et enfin les formations qui en fait, sont une manière de vous former pour avancer plus vite. Justement, dans le projet que je vais faire, je vais créer aussi ce genre d'écosystème et de support parce que entreprendre seul, par expérience, c'est pas facile. C'est pas que c'est pas possible, mais c'est pas nécessairement facile. Je recommande pas. Plus vous pouvez vous faire entourer même par un groupe de personnes qui sont en train de faire la même chose, peut-être par un autre ami ou deux autres amis. Cherchez d'ailleurs autant que possible d'avoir des collaborations vite ou de cofondateurs ou ainsi de suite. Parce que entreprendre à plusieurs ou avec un écosystème, ça va être largement plus simple, mais aussi beaucoup plus fun, beaucoup plus fun. Donc beaucoup plus amusant, plus joyeux, enfin plus motivant et aussi beaucoup plus efficace de plein de côtés différents. Si tu as déjà pensé à lancer ton propre projet, à lancer une activité, peut-être à l'intérieur de ton propre entreprise, là où tu es salarié ou indépendamment et tu veux créer ton propre entreprise, fais-le. Je pense qu'il n'y a aucune autre limite que d'ailleurs nous-mêmes et le fait de pouvoir aussi travailler de la manière dont je l'expliquais ou aussi autrement et qu'on est tous capables de le faire. Dès lors qu'il y a cette envie, dès lors que vous voulez avoir ça et vous voulez créer ça, faites-le. Au lieu de dire ce que je n'aime pas ou je n'aime plus, qu'est-ce que je voudrais voir à la place? Qu'est-ce que j'aimerais voir à la place? Et à partir de ces réponses-là, de ce que je veux voir à la place, créer quelque chose. Eh bien, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, vous allez retrouver sur notre site internet espritentrepreneur.fr un article résumé détaillé de cette édition. On va notamment résumer toutes les parties qui ont été coupées au montage pour que vous puissiez avoir le maximum de valeur avec cette édition. Surtout, n'oubliez pas
de lâcher un like, de mettre des commentaires. Si jamais vous avez des questions à nous poser, on va vraiment essayer d'y répondre. On est très attentif aux commentaires, on essaye de s'améliorer en fonction de vos retours. On lit quasiment tous les commentaires. Sur ce, merci à tous de nous avoir écoutés et je vous dis à bientôt pour une prochaine édition d'Esprit Entrepreneur. À bientôt!